As-tu déjà eu l'impression de vivre dans un monde qui n'était pas fait pour toi? Comme si tu regardais la vie à travers une vitre, toujours en décalage, comme un spectateur incapable de vraiment entrer dans le jeu. Carl Jung, le grand psychiatre suisse, a découvert quelque chose de profond à propos de ces personnes qui ressentent ce sentiment de ne pas appartenir. Et ce qu'il a trouvé pourrait complètement changer la façon dont tu te vois. Parce qu'au fond, et c'est là le paradoxe, ce sentiment d'être différent n'est pas une malédiction. Jung pensait que c'était un signe, une sorte de marque intérieure qui indique que tu portes en toi quelque chose d'extraordinaire. Il disait, le privilège de toute une vie, c'est de devenir qui l'on est vraiment. Mais pour certains, devenir soi-même semble presque impossible, tant ce monde paraît incompatible avec leur vraie nature. Jung a observé pendant des décennies que certaines âmes portent ce qu'il appelait la marque de l'altérité, une empreinte psychologique qui les distingue de la société ordinaire. Ces personnes se sentent souvent étrangères, déconnectées, mais pour lui, ce n'était pas un défaut à corriger, c'était un appel à suivre. Aujourd'hui, dans Voix de l'âme, on va explorer les 8 signes infaillibles qui montrent que tu fais peut-être partie de ces êtres rares. Et attention, ces signes ne sont pas des symptômes de fragilité ou de blessure. Ce sont des indices que ta conscience fonctionne sur une fréquence totalement différente. Reste avec moi, car au signe numéro 7, tu vas peut-être enfin comprendre pourquoi tu t'es toujours senti si différent. Premier signe, tu perçois la réalité autrement. Le premier signe, selon Jung, est le plus fondamental. Tu ne vois pas le monde comme les autres. La plupart des gens vivent enfermés dans ce qu'il appelait la conscience collective, un filtre commun d'hypothèses, de croyances et de comportements répétés. Mais certains possèdent une conscience différenciée. Ils perçoivent des couches de réalité que les autres ne remarquent jamais. Peut-être que toi aussi, tu vois des motifs, des connexions invisibles, des significations cachées dans des détails apparemment banals. Tu ressens l'énergie d'une pièce, tu captes l'émotion cachée derrière le sourire d'un inconnu, ou tu comprends intuitivement une situation complexe sans pouvoir expliquer pourquoi. Ce n'est pas ton imagination. Jung expliquait que certaines personnes naissent avec une sensibilité accrue au collectif inconscient, ce réservoir profond d'expériences humaines qui relie tout le monde. Là où les autres restent en surface, toi tu plonges dans les courants invisibles. Et ça explique peut-être pourquoi les interactions sociales t'épuisent si vite. Deuxième signe, les interactions sociales te vident de ton énergie. Jung a observé que certaines personnes vivent les interactions sociales comme une fuite d'énergie vitale. Ce n'est pas de la timidité ni de l'anxiété sociale. C'est beaucoup plus profond. Ces individus fonctionnent avec ce qu'il appelait l'intuition introvertie comme fonction dominante. Là où les extravertis se nourrissent de contacts, ceux qui portent cette marque perdent littéralement leur force de vie dans le chaos énergétique des groupes. Pourquoi? Parce qu'ils absorbent inconsciemment les émotions et les états psychologiques de tout le monde autour d'eux. Imagine, tu parles à quelqu'un, mais en même temps, tu ressens la colère refoulée d'une autre personne, la tristesse masquée d'une deuxième et l'insécurité cachée d'une troisième. Voilà le quotidien de ces êtres sensibles. Pas étonnant que les grandes foules te laissent t'épuiser, vider, et que tu aies besoin de solitude comme d'une source de guérison. Jung disait « La solitude est pour moi une source de guérison qui rend ma vie digne d'être vécue. » Si toi aussi, après un événement social, tu as besoin de longues heures seul pour récupérer, si tu as l'impression de jouer un rôle dans les groupes au lieu d'être authentique, alors tu portes ce deuxième signe. Et attends de découvrir le troisième signe, car il va peut-être t'expliquer pourquoi tu regardes souvent la société avec un œil si particulier. C'est ici que la vision de Jung devient vraiment fascinante. Il avait remarqué que certains individus traversent la vie non pas comme des acteurs, mais comme des observateurs. Ils participent aux rituels sociaux, mais toujours avec une distance intérieure, comme si tout ça n'était pas vraiment à eux. Tu regardes les habitudes collectives, les normes culturelles, les comportements de masse avec une curiosité détachée. Exactement comme un anthropologue qui étudierait une tribu étrangère. Tu n'es pas pris dans la pièce de théâtre, tu observes la pièce de l'extérieur. Jung appelait cela la conscience objective, la capacité de sortir du conditionnement culturel et de regarder la société comme un système, plutôt que de se laisser absorber par lui. Et pour lui, si tu possèdes ce regard, ce n'est pas un hasard.
C'est parce que ton âme porte un souvenir, celui d'un potentiel humain plus grand que ce que la société actuelle propose. C'est pour ça que beaucoup de conventions sociales t'ont toujours semblé absurdes. Tu te surprends souvent à penser: mais pourquoi les gens font ça? Pourquoi tout le monde trouve ça normal? Tu vois les façades, les jeux d'ego, les illusions collectives que d'autres acceptent les yeux fermés. Jung disait: l'individu a toujours dû lutter pour ne pas être submergé par la tribu. Si tu te reconnais dans ce regard extérieur, c'est que tu portes ce troisième signe. Quatrième signe, tu réagis fortement face à l'autorité. Jung a découvert que les personnes hors du moule réagissent de manière presque instinctive face aux figures d'autorité illégitimes. Ce n'est pas de la rébellion gratuite, c'est une réaction viscérale, comme une allergie intérieure. Pourquoi? Parce que selon lui, ces individus portent en eux l'archétype du sage gouvernant. Autrement dit, une intuition profonde de la façon dont le pouvoir devrait être utilisé, avec sagesse et pour le bien commun. Alors, quand ils rencontrent des chefs, des patrons, des enseignants ou même des parents qui abusent de leur autorité, qui manipulent ou dominent par ego, ils sentent immédiatement que quelque chose cloche. Tu as peut-être vécu ça, un malaise profond face à un supérieur, une incapacité à respecter quelqu'un qui exige l'obéissance sans donner de vraie valeur. Jung insistait: cette réaction n'est pas apprise, elle est inscrite dans ton psychisme. Tu détectes naturellement quand le pouvoir est exercé sans amour ni sagesse. Il disait: là où l'amour règne, il n'y a pas de volonté de puissance. Là où la puissance domine, l'amour fait défaut. Si tu t'es déjà senti en décalage dans des emplois traditionnels parce que tu ne pouvais pas faire semblant de respecter des leaders médiocres, alors tu portes clairement ce quatrième signe. Les autres peuvent te traiter de difficile ou de insoumis, mais Jung aurait dit que tu suis simplement ton propre compas intérieur. Et ce compas explique aussi pourquoi les carrières classiques ont souvent un goût amer pour toi. Et ça, c'est exactement le cinquième signe. Voilà un point qui dérange beaucoup de monde. Jung avait remarqué que certaines personnes ne peuvent tout simplement pas se contenter de la définition classique du succès. Tu sais, argent, statut, reconnaissance sociale. Peu importe combien elles en obtiennent, ça sonne toujours vide. Pour ces âmes, ce n'est pas de l'ingratitude ni de l'arrogance. C'est juste que leur moteur intérieur est complètement différent. Jung appelait ça la fonction transcendante, un élan psychologique vers le sens et la plénitude, impossible à combler par des récompenses extérieures. Là où d'autres se sentent comblés en grimpant l'échelle sociale, en achetant des biens matériels ou en affichant des titres, toi, ça t'ennuie presque. Tu ressens que ce n'est pas ça le but. Ton âme veut contribuer à quelque chose de plus grand, faire évoluer les consciences, apaiser les blessures collectives, ou simplement vivre en cohérence profonde avec toi-même. C'est pour ça que les carrières traditionnelles peuvent vite ressembler à une mort spirituelle. Comme si, en échangeant ton authenticité contre un confort matériel, tu perdais l'essentiel. Jung disait: le privilège de toute une vie est de devenir qui l'on est vraiment. Et parfois, pour devenir soi, il faut oser dire non à tout ce que la société dit d'accepter. Si tu as déjà atteint un objectif impressionnant aux yeux des autres, mais que tu as ressenti un vide intérieur, si tu préfères l'authenticité à la réussite sociale, alors tu portes ce cinquième signe. Sixième signe, tu comprends naturellement le langage des symboles. L'un des plus grands apports de Jung à la psychologie, c'est sa découverte de l'importance des symboles et des archétypes. Et il a remarqué que certains individus sont presque bilingues. Ils comprennent naturellement ce langage symbolique. Alors que la majorité pense de manière littérale et concrète, toi, tu vois au-delà. Tu sais que les rêves ne sont pas de simples images bizarres, mais des messages codés de ton inconscient. Tu ressens que les mythes, les contes et même certains films ne sont pas que du divertissement, mais des vérités intemporelles déguisées en histoire. Peut-être que tu adores la mythologie, que tu repères facilement des synchronicités que d'autres traitent de coïncidences, ou que tu trouves du sens profond dans des images que la plupart jugeraient insignifiantes. Pour Jung, ce n'est pas une lubie. C'est un niveau de conscience plus avancé, capable de décoder les structures invisibles de la réalité. Il disait: les rêves sont la voie royale vers l'inconscient. Et ceux qui parlent ce langage symbolique sentent intuitivement les vérités psychologiques et spirituelles cachées derrière les événements.
C'est pourquoi tu peux parfois comprendre des choses complexes, sans formation académique. Tu captes les archétypes, les histoires universelles, le fameux voyage du héros que tu vois se répéter dans ta propre vie et celle des autres. Si les images, les métaphores et les synchronicités te parlent plus que les chiffres et les faits bruts, alors tu portes ce sixième signe. Et attends, parce que le septième signe est peut-être le plus bouleversant. Il explique pourquoi ta souffrance n'a jamais été gratuite. Jung a observé que ces personnes à part passent inévitablement par ce qu'il appelait la nuit noire de l'âme. Ce sont des périodes de souffrance si intenses qu'elles auraient pu briser n'importe qui, mais qui, chez elles, provoquent une transformation radicale. Ce n'est pas un hasard. Jung parlait d'individuation, ce processus où l'on meurt psychologiquement pour renaître en tant qu'individu authentique, complet, et non pas un simple fragment de conscience collective. Il disait « On ne devient pas éclairé en s'imaginant des figures de lumière, mais en rendant conscient l'obscurité. Ces êtres ne traversent pas juste des petits problèmes. Ils affrontent des crises existentielles, des pertes déchirantes, des dépressions profondes. Mais avec le temps, ils en ressortent avec plus de sagesse, de compassion et de force intérieure. Leur souffrance devient initiation. Jung les appelait parfois des guérisseurs blessés, parce qu'en ayant eux-mêmes traversé l'obscurité, ils peuvent ensuite guider d'autres dans leurs propres ténèbres. Si toi aussi tu as dû te reconstruire plusieurs fois, si tes douleurs t'ont rendu plus profond et plus conscient, alors tu portes ce septième signe. Huitième signe, tu sens un appel à éveiller et à guérir les autres. Et voici le dernier signe, peut-être le plus important. Malgré ce sentiment constant de ne pas appartenir à ce monde, tu ressens une mission intérieure, aider les autres à guérir et à s'éveiller. Jung appelait ces personnes des porteurs de conscience, des âmes venues non pas pour se fondre dans l'ancien monde, mais pour préparer le nouveau. Elles parlent, elles écrivent, elles créent, elles enseignent. Pas parce qu'elles l'ont choisi, mais parce que c'est plus fort qu'elles. Il disait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » Et c'est exactement ce que font ces êtres. Ils reflètent aux autres à la fois leurs ombres et leurs potentiels. Ils dérangent parce qu'ils rappellent ce que beaucoup préfèrent oublier. Si tu ne peux pas t'empêcher de partager tes intuitions, même quand on ne veut pas les entendre, si tu ressens l'appel de contribuer à quelque chose de plus grand que toi, alors tu portes ce huitième signe. Conclusion. Ton étrangeté est ton plus grand don. Et voilà la vérité que Jung voulait transmettre. Ce sentiment de ne pas appartenir n'est pas une erreur. Ce n'est pas une preuve que tu es brisé. Au contraire, c'est une preuve que tu es un éclaireur, un pionnier de conscience. Les masses maintiennent le monde en place par leur conformité. Mais toi, ton rôle est de pousser les frontières, de questionner, de refuser les limites imposées. Tu n'es pas né pour t'intégrer à ce monde tel qu'il est. Tu es né pour aider ce monde à devenir ce qu'il peut être. Jung disait « Être soi est une tâche difficile. Si tu l'essaies, tu seras souvent seul et parfois effrayé. Mais aucun prix n'est trop élevé pour le privilège de se posséder soi-même. » Alors retiens ceci, ta sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est un radar. Ton incapacité à trouver du sens dans la réussite matérielle n'est pas un échec, c'est une sagesse. Ton sentiment de décalage n'est pas une malédiction, c'est un appel. Tu n'es pas trop pour ce monde. Tu es exactement ce qu'il lui faut pour évoluer. Comme Jung l'a dit, celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et si tu te reconnais dans ces 8 signes, sache que ton temps n'est plus au rêve, mais à l'éveil. Tu n'étais jamais censé t'adapter à ce monde. Tu es ici pour l'aider à s'adapter à une vision plus grande,